Bonjour à tous, c'est Antoine de Rousseau Le Bon Tuyau. Et depuis 2019, l'apparition du Bitcoin, petit à petit, il y a une opposition de plus en plus forte qui s'est créée entre le Bitcoin et les banques centrales. C'est même plus une opposition, à ce moment-là, on peut parler d'un bras de fer. Et ce qui veut dire que dans le bras de fer, il n'y a qu'un gagnant. Et au bout d'un moment, l'un va prendre le dessus sur l'autre. Et je pense que c'est une belle symbolisation parce que oui, c'est ce qui peut se passer. Déjà, regardons un petit peu quelles sont les caractéristiques de nos deux opposants. D'un côté, justement, la banque centrale. Alors là, la banque centrale a le pouvoir absolu. Elle peut battre de la monnaie, c'est-à-dire l'imprimer comme elle veut, ce qu'elle a aimé faire pendant le cas de cette crise, bien sûr. Elle peut forcer l'utilisation, elle peut bloquer l'utilisation à quelqu'un. Bref, mais elle instaure aussi une confiance qui est entre guillemets forcée aussi, puisque en général, tu vas pouvoir utiliser seulement légalement leur monnaie. Et de l'autre côté, nous avons le Bitcoin. Alors, le Bitcoin qui est une monnaie qui a été créée totalement en dehors des systèmes politiques et des systèmes financiers, qui est à impression limitée, donc qui est avec une inflation très faible et de plus en plus faible, voire à un moment déflationniste, qui est l'opposé. Donc, c'est-à-dire que l'euro, on en imprime de plus en plus, le Bitcoin, on en imprime de moins en moins, et surtout, à un moment, eh bien, certaines personnes vont perdre leur Bitcoin et autres, et on arrive sur un côté déflationniste. Les banques centrales sont en général opposées aux crypto-monnaies, et surtout la BCE, la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. C'est vrai que l'Europe est en retard sur beaucoup de choses, mais n'accélérons pas ce retard en se mettant complètement contre ça. Alors, l'argument utilisé, c'est qu'en général, oui, c'est une monnaie utilisée par les spéculateurs, les terroristes, ceux qui ont des mauvaises intentions. Il faut savoir que aujourd'hui, la plus grande partie des armes, des drogues et autres sont achetées soit en dollars, soit en euros. Du coup, je ne pense pas que ce soit le fond du problème. Mais c'est toujours bon de mettre ça sur le dos des crypto-monnaies comme ça. Quand tu parles de terrorisme, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les lois et à toutes les interdictions. Ceci dit, les banques centrales ne sont pas contre la technologie blockchain, qui est la technologie qui est utilisée par le Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de projets de crypto-monnaies numériques créés par les banques centrales, dont nous parlerons juste après. Donc, tu as entendu parler du yen numérique, peut-être du Bitcoin, la BCE veut aussi faire sa crypto-monnaie. Enfin bref, tout le monde s'y met, ou du moins tout le monde en parle. Deux autres arguments qui vont être en général utilisés par les banques centrales. La première, c'est que les cryptos ne reposent sur rien. Parce que c'est vrai que l'euro, lui, repose sur juste l'entité qui a été mise en place. Mais en soi, l'euro n'est pas adossé à de l'or, par exemple, ou à un autre actif. Non, il n'y a rien en dessous. On peut en imprimer quand on veut et quand ils veulent, pour n'importe quelle raison. Et bien sûr, la deuxième chose, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas régulées. Et c'est justement aussi leur pouvoir. Et oui, ça entraîne de la volatilité pendant un moment. Parce que c'est vrai que l'euro ne va pas être dévalué d'un coup. Du moins pas en ce moment. Mais il pourrait très bien le faire. Comme c'est arrivé il y a peu de temps au Venezuela, on pourrait parler du cas de l'Allemagne. Le deuxième argument classique, c'est que ce n'est pas régulé. C'est justement une de ses forces, mais que en gros, le prix peut plonger en 2 jours et autres. Alors, c'est vrai que sur les monnaies utilisées par les banques centrales, en général, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, l'utilisation est beaucoup plus large. Donc, seulement si tout le monde se disait demain, j'arrête d'utiliser l'euro, là, le plongeon serait énorme que sur les crypto-monnaies, c'est pas encore établi. Donc, c'est vrai que là-dessus, ils ont entre guillemets raison. Il y a une volatilité, mais c'est dans la volatilité qu'on va chercher la rentabilité. N'oublions pas ça. Le point commun entre ces deux opposants quand même, et c'est pour ça qu'au final, ils se serrent la main, c'est que peu importe la monnaie, la plus grande force d'une monnaie, c'est sa confiance. Donc, une monnaie résidera toujours dans la confiance par ses utilisateurs. C'est toujours les personnes qui utilisent les monnaies qui choisissent quelle monnaie utiliser. Et c'est très compliqué de les forcer à utiliser une autre monnaie. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas te forcer, on peut pas plutôt t'empêcher d'utiliser du Bitcoin. On pourrait essayer de faire quelques lois et autres, essayer de réprimander, mais techniquement, tu ne peux pas interdire et tu ne peux pas empêcher l'usage. Et c'est pareil, si aujourd'hui nous utilisons l'euro ou le dollar, c'est parce que nous avons confiance dans les entités qui les impriment. Donc nous avons soit la confiance du législateur, soit la confiance de la communauté. Et justement, c'est intéressant de voir que même si la confiance, par exemple, dans le législateur peut être plus ou moins imposée, il y a eu plusieurs cas où en fait les personnes vont arrêter d'avoir confiance dans leur monnaie nationale et ne plus l'utiliser. Tu le vois beaucoup dans des pays qui sont un petit peu moins organisés économiquement, où ils vont utiliser en général par exemple le dollar américain ou l'accepter plus facilement. Alors il y a un exemple qui est par exemple
Il y a un exemple qui est par exemple, ça fait beaucoup d'exemples. L'Équateur. Et l'Équateur, eh bien, a fait une guerre à sa banque centrale, puisque jusqu'en 2000, la monnaie, c'était le sucré. Alors, ça s'écrit sucre, mais ça se prononce sucré. Attention, parce que je vous vois venir en commentaire les blagues. D'ailleurs, n'oubliez pas un petit pouce bleu, tant qu'on est en train de parler de blagues, petit pouce bleu, et peut-être que je republierai un de mes stand-up quand ça ouvrira. En tout cas, ça me fera plaisir. Voilà, un petit pouce bleu. Et tant qu'on est là, dans cette barre, allez, on clique sur le bouton s'abonner, on clique sur la cloche, voilà. Donc, le FMI avait en fait établi le taux de change 1 dollar pour 13,5 sucrés. Et après, ça a été en 1970, 25 sucrés par dollar. Donc, ça a déjà baissé. On passe ensuite à 42 sucrés en 1983 et à 3000 sucrés par USD en 1995. Donc là, on est à plus 7042%. C'est une belle petite augmentation, on va pas se le cacher. Donc ça, c'est une déflation complète. Et là, le pays est après rentré dans une paralysie, justement, puisqu'on est à 25 000 sucrés par USD. Donc tu ne peux plus te servir de ta monnaie, tu ne peux plus acheter rien avec. Si tu avais gardé un petit peu, c'est foutu. Donc le sucré est supprimé et ils font confiance au dollar. Ils ont essayé de remettre en place, parce que par exemple le Zimbabwe, tu vois, eux, ils ont eu même un billet qui valait 100 milliards de dollars de zimbabwéens. Alors pourquoi les pays font ça en fait? Pourquoi, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait une inflation telle qu'elle? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, en fait, c'est le meilleur moyen de taxer de façon invisible sa population. Ah ouais, si demain je te mets un nouvel impôt, tu vas le voir, tu vas le cliquer sur ta casse. Mais si j'imprime de l'argent, tu le vois pas. Tu le vois pas, tu ne le sais pas. Et en général, c'est assez obscur quand ils impriment de l'argent. Ils ne vont pas avoir un site qui te dit à chaque fois, OK, nous avons imprimé tant, nous allons imprimer tant, donc vous allez avoir tant de dévalués. Donc c'est-à-dire que votre argent, vous êtes fait voler de tant de pourcents. Non, ça ils te le diront jamais. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien, ça peut permettre de financer les grands projets des États, qu'ils soient bons ou mauvais, hein, ça peut arriver que ça soit bon. Ça peut financer les élections, ça peut financer leur ego, par exemple s'ils veulent construire un viaduc avec leur nom ou je ne sais quoi. Donc tout ça, et ça peut financer aussi les erreurs qui ont été faites. Donc c'est assez dangereux et ça a toujours été en fait l'élément déclencheur de la chute de certains empires. Hein. La monnaie, c'est vraiment quelque chose de très important. L'Empire romain a chuté à cause de ça. Eh oui, parce que de plus en plus, eh bien, il fallait payer les soldats, mais sauf qu'ils leur donnaient des pièces qui valaient moins. On pourrait faire une autre vidéo à ce sujet. C'est un sujet qui est vraiment ne s'arrêterait pas. Et alors là, avec ces deux exemples, en fait, on voit que, in fine, eh bien, c'est les personnes qui vont décider. Parce que oui, au Zimbabwe, eh bien, ils ont décidé d'utiliser d'autres monnaies. Ils ont essayé de le remettre en place entre 2019 et 2020 pendant un an, mais personne n'a voulu l'utiliser parce que personne n'avait confiance. Donc aujourd'hui, forcément, on a plus confiance dans l'euro parce que c'est utilisé par plusieurs pays, plus d'une vingtaine, et qu'il y a une entité, que bon, il y a un petit peu de passé, que la BCE a l'air de faire les choses à peu près correctement. Donc tant qu'il y a une confiance, il y a une utilisation. Mais à partir du moment où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'utilisation. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a eu plusieurs cas où il y a eu des monnaies qui étaient privées en fait. Là, on parle beaucoup de monnaies qui sont créées directement par les États, mais pendant une partie de l'histoire, il y avait des monnaies qui étaient créées de façon privée, donc qui pouvaient être utilisées soit par exemple dans une ville, soit entre différentes entreprises. C'est quelque chose qui était tout à fait possible. Autre point important, l'émission infinie de la monnaie, donc c'est-à-dire l'impression, donne un avantage au Bitcoin. Pourquoi? Parce que par exemple, le dollar n'a cessé de perdre de la valeur. Et pourtant, le dollar est considéré comme une des monnaies les plus fortes. Alors, quand on dit forte, c'est qu'elle va sauvegarder de la valeur. Ce qui fait que si j'avais laissé, eh bien, $1 dans mon tiroir pendant 20-40 ans, quand je ressors ce dollar, je peux acheter beaucoup moins de choses avec. Pareil pour ton euro. Il y aura toujours une dévaluation. Et là, on voit ici, en fait, le pouvoir de $1 était de $26 avant. Et aujourd'hui, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Donc, à la fin, tu peux t'acheter toujours moins de choses avec. Et rappelez-vous, par exemple, de la pub Coca-Cola. À l'époque, c'était 5 centimes. 5 centimes, tu avais ta bouteille. C'était la fameuse pub de Coca pour forcer justement à avoir tous ces revendeurs qui mettaient justement à 5 centimes aussi le Coca. Donc, vous voyez bien que là-dessus, ça fait quand même quelque chose. Et certes, si maintenant, on va dire que la valeur du dollar baisse entre guillemets de moins en moins et juste petit à petit, elle baisse toujours. Et nous ne sommes pas à l'abri qu'elle baisse encore plus. Justement, nous l'avons vu pendant cette crise, que les banques centrales se sont mises à imprimer. Et se sont mises à imprimer en grande force. Alors, les banques centrales, en conclusion, eh bien, elles sont infinies et sans limite. Elles pourront faire toujours ce qu'elles veulent. Et la valeur qu'elle va accorder à la monnaie
que nous allons accorder à une monnaie qui est infinie, c'est un petit peu difficile à se dire en fait. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer encore. Et les crypto-monnaies, dans un autre sens, elles sont finies et limitées. Surtout le Bitcoin, puisque c'est 21 millions de Bitcoin. Ce qui offre une certaine rareté qui était avant offerte par les pièces d'or qui étaient échangées, autrement dit. Et aujourd'hui, on peut plus vraiment faire ça. Si tu veux, si tu gardes ton argent pendant longtemps et que tu ne le fais pas travailler, tu perds énormément d'argent. C'est pour ça qu'il faut investir. C'est pour ça qu'il faut penser à faire le plus petit investissement qu'on peut faire, qui est de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Comme ça, on voit plus de vidéos pour nous apprendre à faire des investissements. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, avant de passer sur les banques centrales qui veulent imprimer leur crypto-monnaie, petite question philosophique. Penses-tu qu'un gamin qui naît aujourd'hui et dans 20 ans, est-ce qu'il va te poser la question « Mais pourquoi vous avez utilisé le Bitcoin ?» Ça paraît absurde, ou il vous dira « Mais pourquoi vous utilisiez les monnaies imprimées par les banques centrales ?» Quel est ton avis là-dessus? Ça m'intéressera. Tu peux mettre ta réponse en commentaire et je pense que ça pourrait faire l'objet de belles conversations. Donc j'attends de regarder là-dessus. Alors maintenant, le mix, s'il y avait une symbiose entre les crypto-monnaies et les banques centrales, eh bien ça nous donne quoi? Ça nous donne des crypto-monnaies imprimées par les banques centrales, ce qui s'appelle CBCD. CBDC. C'est qui nous donne justement le CBDC. Alors je sais qu'il y a tous les stoners qui sont arrivés dès qu'ils ont entendu CBD. Non, c'est pas que le CBD, c'est CBDC. C'est Central Bank Digital Currency. En gros, les monnaies des banques centrales, les crypto-monnaies des banques centrales. Et là, c'est une monnaie qui est lancée en fait sur la technologie blockchain par une banque centrale. Donc tu as le yuan numérique, tu as le e-krona, tu as le Bitcoin et tu auras sans doute l'euro aussi. Enfin bref, on a la France blockchain, enfin la France startup, tu l'appelleras comme tu veux. En tout cas, l'usage n'est pas facilité en France des crypto-monnaies. Alors pourquoi elles font ça? Peut-être pour faire encore un effet de Jones. En tout cas, il faut bien payer les personnes qui sont en train de faire des recherches là-bas. Il faut bien les occuper. Ça peut être intéressant. En tout cas, on va voir, on va comparer un petit peu ça. Parce que face à la menace des crypto-monnaies, elles ne peuvent pas rien faire. Elles doivent évoluer et montrer qu'elles sont capables d'évoluer. Les types de blockchain sur les CBDC, c'est privé. Sur les crypto-monnaies, en général, c'est public, surtout pour le Bitcoin. D'ailleurs, c'est celui qu'on prendra en unité de référence. L'identité, là, elle est connue et reliée à ton compte. Donc, ça veut dire que si on connaît ton identité, on peut bloquer tes accès puisque la blockchain est privée. Donc, on peut te retirer à tout moment du système monétaire. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans ce bras de fer entre les banques centrales et les crypto-monnaies, n'oublions pas que, un tiers de la population n'a pas accès au système financier, si ce n'est même encore plus. Donc, ces personnes-là, elles, la question ne se pose même pas, elles se dirigeront sans doute vers les crypto-monnaies publiques. Et donc, l'identité sur les crypto-monnaies, elle est pseudonyme pour le Bitcoin, et elles peuvent être anonymes sur le cas de Monero. La décentralisation, sur CBDC, c'est centralisé, comme tu le sais, puisque c'est eux qui vont choisir, et peut-être qu'ils vont avoir 20 mineurs ou quelque chose comme ça, 20 validateurs, c'est eux qui vont les choisir. Que sur les crypto-monnaies, c'est décentralisé. Tu peux choisir de lancer un node Bitcoin, donc les transactions vont passer chez toi. Tu peux aussi choisir de miner le Bitcoin. Enfin bref, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et le cas d'usage pour les CBDC, ça va être simplement plutôt du paiement. On pourrait faire de la réserve de valeur là-dessus, mais bon, si l'impression est limitée, c'est pas le plus intelligent. Tandis que sur les crypto-monnaies de type Bitcoin, là, ça va être le paiement, investissement et écosystème d'une blockchain qui peuvent te permettre justement d'exécuter d'autres actions. Donc la différence, elle est fondamentale entre les deux. Pour moi, on m'a souvent posé la question, mais est-ce que tu penses que du coup, maintenant qu'il y a le yen numérique qui arrive de la Chine, est-ce que ça va remplacer? Non, parce qu'en fait, elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes valeurs et c'est pas ce qu'on vient rechercher. Moi, j'en ai rien à faire qu'il y ait le yen numérique ou plus tard l'euro numérique. Peut-être que ça va apporter un petit peu de clarté sur combien ils impriment d'euros, ce qui serait une bonne chose, mais en soi, on s'en fiche complètement. Si on vient chercher de la souveraineté, si on vient chercher de l'indépendance, de la sécurisation et aussi de l'anti-inflation, là, les crypto-monnaies et le Bitcoin, c'est particulièrement ce qui va nous intéresser. En revanche, les monnaies de banque centrale numériques pourraient remplacer le cash et augmenter justement la traçabilité parce que aucun pays n'a envie en fait qu'on utilise le cash encore. Pourquoi? Parce que tu peux payer au black, parce que on peut pas tracer toutes les transactions, parce qu'il faut l'imprimer, enfin c'est compliqué. Donc eux, ils préfèrent que ça soit en fait pas possible pour les personnes d'utiliser du cash parce que eux à leur niveau de toute façon pour toutes les transactions cachées,
ils peuvent se permettre de supprimer des choses dans les bases de données et autres que nous, on va pas pouvoir se permettre de faire. On va pas avoir les accès à ça. Donc, si tu veux, pour un gouvernement, ça va être beaucoup mieux et surtout, ça va permettre de geler les accès de certaines personnes qui peuvent être soit dans un climat calme, ok, c'est bon, on s'en fiche, mais dans un climat qui peut, et ça peut très vite arriver, tu ne sais jamais en fait quand tu vas voter que tu vas voter pour la dernière élection. Par exemple, en Russie, ils ne savaient pas quand ils avaient voté pour Poutine que c'était la dernière élection. Et là-dessus, eh bien, tu peux supprimer justement l'accès aux services monétaires à tes opposants politiques. Donc, c'est des choses qui sont forcément appréciées par les gouvernements. En conclusion, les crypto-monnaies et celles des banques centrales, les banques centrales, eh bien, se détachent tellement en fait. C'est même pas un bras de fer qui se passe parce que peut-être qu'on aura un système où les deux vont fonctionner en parallèle, mais aujourd'hui, on peut tout à fait choisir d'aller plus vers les crypto-monnaies et toujours se servir du système classique. Ça va dépendre de comment la confiance évolue. Et ça, comment la confiance évolue, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde qui regarde cette vidéo et c'est toutes les personnes qui ne regardent pas cette vidéo qui vont le choisir. Donc, dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu utiliserais une monnaie de banque centrale? Donc, je sous-entends par exemple l'euro numérique ou le yen numérique. Est-ce que tu utiliserais plutôt ça ou plutôt une crypto-monnaie de type Bitcoin? Dis-le en commentaire. Ça serait intéressant et dis si tu veux pourquoi. Et si tu veux aller plus loin dans les crypto-monnaies, tu auras des liens dans la description. En tout cas, c'était Antoine de Rousseau les Bons Tuyaux. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo et je te vois tout de suite dans les commentaires. Allez, ciao!